C'est quand même bien foutu, hein. En fait, chaque élément est à sa place. Vous avez le moteur, la boîte de vitesse, qu'on voit en dessous, le volant et tout ça. Ouais, chaque chose a sa fonction, répond à un besoin, et en fait, c'est tout mis bout à bout qui fait une voiture. Bonjour, bienvenue sur Algomius. Et oui, aujourd'hui, nous avons vu que dans chaque voiture, il y a en fait les éléments correspondent à une fonction, et les fonctions, c'est exactement le thème d'aujourd'hui. Donc j'ai préféré vous présenter ça sous le type d'une voiture. Ça m'a semblé plus intéressant. J'ai eu peur que si je parle de fonctions, beaucoup de gens repensent à des primitives, à des dérivés ou à des mauvais souvenirs de lycée. Et donc je me suis dit que, comme de toute façon la programmation n'avait rien à voir avec les fonctions vraiment purement mathématiques, ou très peu, en fait l'analogie de la voiture serait peut-être plus intéressante. Ce que nous allons voir en fait, c'est que les fonctions en Python se rapproche beaucoup des fonctions des différents modules de la voiture. Par exemple, dans une voiture, nous avons un bloc moteur, mais nous pouvons conduire une voiture sans savoir exactement comment fonctionne le moteur. Nous avons accès au moteur au travers des pédales d'accélération ou de frein. Nous avons accès à la direction à travers du volant, sans que nous sachions nous-mêmes comment faire une direction. Eh bien, c'est exactement le même principe des fonctions sous Python. Nous pouvons écrire des fonctions, mais nous avons déjà utilisé des fonctions que nous n'avons pas écrites et dont nous ne connaissons pas le corps. Par exemple, les fonctions length qui nous donnent la longueur des listes ou des dictionnaires. La fonction print qui nous permet d'afficher quelque chose à l'écran. Ce sont des fonctions que nous utilisons depuis le début, qui ont été programmées par quelqu'un, dont nous ne connaissons pas le corps, mais que nous pouvons utiliser parce que nous connaissons la syntaxe qu'il faut utiliser et les paramètres à renseigner. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment construire nous-mêmes nos propres fonctions. Alors pourquoi est-il utile de construire des fonctions? Eh bien, la fonction permet déjà d'isoler une partie du code. Par exemple, quand vous commencez à avoir des projets qui sont très très grands, vous vous rendez compte qu'un programme peut prendre une très grande taille. Si vous ne commencez pas à le structurer un minimum, il va vite devenir illisible. Donc les fonctions permettent d'isoler des parties du code qui ont une certaine signification. Comme dans une voiture, par exemple, la partie du moteur a été isolée pour qu'elle puisse être développée par un service à part. La partie embrayage, pareil, a été mise à part. Et ensuite, il suffit de savoir pour pouvoir assembler ces pièces-là quelles vont être les connexions entre les différents éléments. La fonction a aussi cet intérêt de pouvoir être utilisée plusieurs fois dans le même programme, sans avoir à être réécrite à chaque fois. Et donc vous vous rendez compte aussi que quand vous modifiez une fonction, vous allez modifier le code à chaque fois que cette fonction va être utilisée. Une fonction, une fois écrite, pourra aussi être utilisée dans plusieurs programmes. Une fonction que vous aurez écrite sera à votre disposition. Le jour où vous aurez un problème un peu similaire à résoudre, vous pourrez réutiliser une fonction que vous avez déjà écrite. Encore une fois, on peut retrouver cette analogie dans l'automobile, où des moteurs sont développés, et vous voyez qu'un même moteur se retrouve dans plusieurs voitures, plusieurs styles de voitures. Donc nous allons voir aussi que les fonctions sont assez différentes dans leur emploi. Vous allez voir par exemple que les fonctions peuvent prendre des arguments, comme la fonction length, par exemple, qui prend un argument et qui nous retourne la longueur de la liste ou du dictionnaire. Mais nous voyons aussi qu'il y a des fonctions qui ne retournent pas forcément un résultat, comme la fonction print, qui affiche quelque chose sur la sortie standard, mais ne nous renvoie aucun résultat. Nous allons voir directement dans cette première partie les bases des fonctions. Après avoir vu dans les autres vidéos des exemples d'utilisation de fonctions, comme la fonction length par exemple pour avoir la longueur des listes ou la longueur des dictionnaires, ou la fonction print qui permettait d'afficher quelque chose sur la sortie standard, nous allons voir comment fabriquer nos propres fonctions qui vont pouvoir nous aider à solutionner nos problèmes. Pour cela, je lance directement mon premier exemple. Pour cet exemple, nous allons voir au départ une fonction qui ne prend aucun paramètre et qui ne renvoie aucune valeur, c'est-à-dire la fonction la plus simple qu'on peut avoir et qui fait juste un affichage sur la sortie standard. Pour cela, j'ai créé une fonction qui s'appelle démarrage, pour rester dans l'analogie de la voiture, qui va nous permettre de démarrer la voiture. Pour regarder un petit peu plus près la syntaxe, une fonction est introduite par le mot-clé def, def, puis le nom de la fonction,
des parenthèses ouvrantes et fermantes qui spécifient bien que nous avons affaire à une fonction, et la syntaxe de points que nous commençons à connaître maintenant après la structure conditionnelle et les boucles, qui va nous permettre de définir quel est le corps de la fonction. Le corps de la fonction, ensuite, sera comme dans les boucles, le corps de la fonction utilise une indentation comme les boucles ou les structures if, c'est-à-dire que vous laissez un espace, et ensuite vous écrivez le corps de la fonction. Ici, j'ai une fonction qui ne contient qu'une seule ligne, et bien entendu, comme dans les boucles ou dans les structures conditionnelles, je pourrais avoir un bloc d'instructions à ce niveau-là. Ensuite, pour appeler ma fonction, j'utilise donc je l'appelle démarrage, qui est le nom de ma fonction, et je spécifie bien encore une fois, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, pour dire qu'il s'agit bien d'une fonction. Voyons voir le résultat. Ah, la voiture est démarrée. Donc, nous avons bien trouvé ma fonction et nous avons bien écrit le corps de la fonction. Nous voyons par contre que cette fonction n'est pas très flexible. Elle ne prend aucun paramètre, donc nous n'avons aucun moyen d'influencer sur l'exécution de la fonction. Nous allons voir sans plus attendre des exemples qui nous permettent de pouvoir communiquer plus facilement avec la fonction en lui transférant des paramètres. Pour cela, j'ai déclaré une fonction qui s'appelle boîte de vitesse et qui prend cette fois-ci un argument. Vous voyez que l'argument se spécifie entre les parenthèses qui étaient vides dans le premier exemple. Cette fois-ci, j'ai un argument, un paramètre qui s'appelle num_vitesse. Pour cette fonction, je vais vouloir lui passer le numéro de la vitesse que j'ai enclenchée et la fonction va m'écrire sur la sortie standard quelle est la vitesse qui a été enclenchée. Essayons de voir si cela fonctionne. Je reprends la syntaxe d'appel de fonction, c'est-à-dire que j'appelle ma fonction boîte de vitesse. J'ai une parenthèse ouvrante, une parenthèse fermante, mais cette fois-ci j'ai un argument 1 qui spécifie que j'ai enclenché la première vitesse. Ce 1 va donc se rapporter à la variable num_vitesse qui est spécifiée dans la fonction, et quand je vais utiliser num_vitesse dans ma fonction, en fait, je ferai référence à la valeur 1, qui est le paramètre que j'ai transmis. Voyons voir si tout fonctionne. Eh bien, la fonction m'écrit bien, j'ai passé la vitesse 1 quand je lui spécifie la valeur 1. Sur ce premier exemple, déjà, nous voyons que nous pouvons transférer des informations vers la fonction, et ainsi la faire réagir sur des paramètres que nous lui spécifions. Très bien. Maintenant, voyons voir s'il est possible de faire le chemin retour, c'est-à-dire de pouvoir appeler une fonction, qu'elle fasse un calcul, et qu'elle nous renvoie le résultat de ce calcul. Eh bien, évidemment, c'est possible, grâce au mot-clé return que nous pouvons utiliser dans les fonctions. Cette fois-ci, j'ai créé une fonction qui s'appelle accélération, avec toujours introduite par le mot-clé def, maintenant qu'on commence à connaître, qui spécifie qu'il s'agit d'une fonction. J'ai des parenthèses qui contiennent vitesse, j'ai donc un paramètre pour ma fonction, et je fais un return de vitesse plus 10. Donc qu'est-ce que je cherche à faire ici? Je prends mon argument vitesse, je lui ajoute 10, et je retourne le résultat du calcul. C'est-à-dire que pour la fonction accélération, va accélérer de 10 km/h par rapport à la vitesse à laquelle je roule. Voyons voir si tout fonctionne correctement. Nous affichons une nouvelle vitesse qui est accélération de 50 et nouvelle vitesse est de 60. Ce qui est bien 50. La vitesse 50 a été augmentée de 10, nous sommes passés à 60, a été retournée par la fonction accélération et c'est bien ce qui est affiché dans le print. Ok. Donc à travers de ces quelques exemples, nous voyons déjà qu'il est possible de transférer de l'information à la fonction et que la fonction en retour peut nous transférer des résultats de calcul. Ok. Voyons voir un dernier mot-clé, qui est le mot-clé yield, qui est peut-être un petit peu moins utilisé que le mot-clé return, mais nous allons voir que dans certains exemples, cela peut être intéressant quand même. Nous avons ici déclaré une fonction vitesse de la boîte. Cette fois-ci, je ne donne plus la vitesse que je veux enclencher, mais je donne le nombre de vitesses de ma boîte de vitesse. Si j'ai une boîte 5 vitesses, je vais mettre 5. Si j'ai une boîte 6 vitesses, je vais mettre 6, et ainsi de suite. Cette fonction contient une boucle, que nous avons vu déjà dans les vidéos de boucle, donc là il ne devrait plus y avoir aucun secret, qui va permettre à i de parcourir une range de 1 à num_vitesse plus 1. Alors pourquoi je fais ça? Parce que nous avons vu l'utilisation de la fonction range. Si j'avais mis un range avec comme seul argument numéro de vitesse,
pour par exemple une boîte à 5 vitesses, eh bien j'aurais eu les nombres, tous les nombres entiers de 0, tant qu'ils sont inférieurs à 5. C'est-à-dire que j'aurais eu 0, 1, 2, 3, 4. En fait là c'est pas ce que je veux dans mon affichage, j'aimerais partir de 1 et d'arriver à num vitesse plus 1, ce qui va me donner en fait 1, 2, 3, 4, 5 pour une boîte 5 vitesses. Et cette fois-ci dans la boucle, nous voyons que je n'ai pas la return, mais j'ai le mot-clé yield. Normalement, un mot-clé return arrive à la fin de la fonction, puisque à partir du moment où vous faites return, vous retournez la valeur et vous interrompez la fonction. Là, nous voyons que le mot-clé yield se trouve dans le corps d'une boucle qui va s'exécuter plusieurs fois dans la fonction. Lorsque j'applique une boucle sur ma fonction, c'est-à-dire que je fais parcourir à i ma fonction vitesse de la boîte et que j'utilise comme paramètre 6, c'est-à-dire que j'ai une boîte 6 vitesses, et je veux parcourir le retour de ma fonction. En fait, les mécanismes que Python va utiliser, c'est que lorsque cette fonction est déclarée, elle n'est en fait jamais utilisée. Elle va en fait juste générer ce qu'on appelle un itérateur qui va permettre de parcourir cette fonction. Et lorsque i va parcourir la fonction de la boîte, la première fois que i aura besoin d'une valeur, eh bien on va exécuter la fonction. On va faire for i dans le range de 1 à num vitesse plus 1, donc c'est-à-dire que la première fois qu'il va passer dedans, i va valoir 1 et on va renvoyer 1 par la fonction yield. Donc i va faire 1 et on va faire un print 1. C'est ce qu'on a ici. Ensuite, on va revenir dans la boucle de for ici et i va vouloir la valeur suivante. Et bien grâce à yield, la fonction vitesse de la boîte va reprendre là où elle s'était arrêtée le premier coup, va continuer, va passer dans le range 2, faire un yield de 2, s'interrompre à nouveau, et ainsi de suite. Donc, nous avons écrit en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont en fait tous les passages dans la boucle. Alors on peut se dire, oui, on aurait pu le faire plus facilement avec une boucle. Alors c'est vrai, mais par exemple, les fonctions avec yield peuvent être utilisées lorsque vous avez besoin d'un certain nombre d'éléments, mais que vous savez à l'avance que vous n'aurez peut-être pas à les utiliser tous. Et dans ce cas-là, en fait, la fonction ne sera utilisée que le nombre de fois qu'il faut pour avoir le nombre d'éléments qu'il vous faut dans votre fonction, et pas une de plus. Ça permet d'optimiser un petit peu les fonctions, pour ne pas avoir une fonction qui génère 1000 nombres, et puis au final vous allez en utiliser que 3. Là, la fonction va vraiment tourner le nombre de fois qu'il faut pour vous générer le nombre d'éléments demandés. Donc dans cette première partie, nous avons déjà vu un peu les bases des fonctions, comment communiquer avec elles, comment leur spécifier des arguments, comment recevoir des valeurs en retour. Et en fait, si on est resté sur des cas très simples maintenant, nous allons voir que dans les parties suivantes, nous allons améliorer un petit peu ce principe, rendre les fonctions toujours plus flexibles, et nous allons voir qu'elles peuvent nous rendre énormément de services dans différents cas. Voilà, nous avons écrit nos premières fonctions, même si pour l'instant, elles ne font pas encore grand-chose, mais vous allez voir que le concept va se développer petit à petit. On peut se rendre compte déjà de plein de choses à ce niveau-là. Vous vous rendez compte déjà qu'il n'est pas obligatoire de connaître le corps d'une fonction pour pouvoir l'utiliser. C'est comme je ne sais pas comment fonctionne complètement une voiture, mais je peux quand même la conduire. C'est exactement le même principe qui est là-dessous. Mais par contre, vous devez absolument connaître le prototype de la fonction, c'est-à-dire quels sont les arguments qu'elle attend, et quelles sont également les valeurs de retour qu'elle attend. Nous avons vu également maintenant une série de fonctions qui ne sont pas du tout flexibles, parce que pour l'instant elles ne prennent aucun argument, ou alors nous faisons très peu de choses avec. Nous allons voir dans cette deuxième partie comment rendre les fonctions plus flexibles, que nous puissions un peu plus utiliser une même fonction pour résoudre différents problèmes, en fonction des paramètres que nous allons passer. Nous avons déjà vu un peu dans la première partie que les paramètres peuvent rendre la fonction plus flexible. En effet, nous pouvons donner de l'information à la fonction pour la faire réagir différemment selon les paramètres que nous lui donnons. Cette partie va s'articuler autour des paramètres et des possibilités que nous laisse Python pour pouvoir alimenter la fonction en paramètres. Nous allons voir ça directement au travers d'un exemple. La première chose à faire, où il faut faire attention, c'est sur les types mutables et non mutables en tant que paramètres des fonctions Python. Nous avons déjà vu
que la copie d'une variable non mutable en fait fait la copie de cette variable, alors que la copie d'une variable non mutable fait souvent la copie de référence, mais que les deux références vont pointer sur le même objet. Eh bien, il en est de même lorsque nous faisons un appel à une fonction, et nous allons le voir au travers du premier exemple. Ici, j'ai créé une fonction accélération qui prend en argument une vitesse, donc spécifiée entre les parenthèses, et qui ajoute 10 à la vitesse. Ok, donc c'est une fonction pas très compliquée. Je déclare donc une variable de type entier qui s'appelle vitesse, et qui contient la valeur 100. Donc je roule pour l'instant à 100 km/h. Je fais une accélération, grâce à ma fonction accélération, et je spécifie la vitesse de 100 en tant que paramètre. Et lorsque j'affiche la nouvelle vitesse, eh bien, on s'aperçoit que la nouvelle vitesse est toujours de 100. Alors qu'on pourrait s'attendre à ce que la vitesse soit de 110 puisque j'ai fait une accélération. Eh bien, au moment où vous appelez la fonction, en fait, et que les paramètres sont non mutables, en fait, les paramètres sont copiés pour la fonction. Et vous avez donc deux valeurs de vitesse distinctes. La valeur vitesse qui est ici est en fait une copie de celle qui est ici. Et c'est la copie qui reçoit les 10 en plus, et non pas la valeur qui est ici. Et lorsque nous raffichons en fait dans le corps de la fonction la vitesse, eh bien c'est cette vitesse que nous affichons, et sa copie a été perdue lorsque la fonction accélération s'est terminée. Bon, c'est exactement comme ça que fonctionnent la plupart des langages de programmation. Lorsque nous utilisons un paramètre mutable, par exemple une liste, un set, un dictionnaire, eh bien le comportement est un peu différent. Cette fois-ci, j'ai créé une fonction qui s'appelle allumage des phares, qui contient un set d'éléments, et ce set d'éléments contient en fait tous les éléments qui sont allumés dans la voiture, la clim, la radio, ainsi de suite. Et la fonction allumage des phares, eh bien, elle ajoute juste les phares dans le set des éléments allumés, avec l'élément add et on ajoute les phares. Très bien, donc en dehors de ma fonction, je crée un set d'éléments qui contient climatisation et radio. J'ai créé un set, ce qui me permet de ne pas avoir à regarder à chaque fois si un élément est déjà allumé avant d'allumer une deuxième fois. Le set garantit l'unicité des éléments qui sont dans le set, donc je ne peux pas avoir un élément double dans le set. Et c'est ce que je cherche à faire. Je fais l'allumage des phares sur cet élément. Donc l'élément va être pris dans la fonction allumage des phares. Je vais ajouter les phares ici. Et quand j'affiche quels sont les éléments allumés, eh bien je m'aperçois que ce sont les phares, la climatisation et la radio. Et cette fois-ci, les phares ont été bien ajoutés à mon set, alors qu'il a été un argument de la fonction. Eh bien, on le voit de nouveau la différence entre le type mutable et non mutable. Si vous avez un type mutable, c'est la référence qui est copiée, exactement comme en C++ quand vous faites un passage par référence. Et en fait, c'est bien l'élément set qui est modifié. L'élément set ici est exactement le même que l'élément qui est dans la fonction. Et donc, quand on ajoute les phares, c'est ajouté aux deux. Et c'est pour ça que les phares se retrouvent ici. Donc c'est à peu près le même principe que nous avons vu avec la copie des éléments mutables et non mutables. Cependant, j'attire vraiment votre attention là-dessus parce que ça peut vraiment provoquer des erreurs. Et si on ne fait pas attention à cette règle, on peut chercher pendant un moment pourquoi un programme ne donne pas les solutions que nous voulons. Très bien. Nous allons passer à une autre spécificité de Python, qui est le groupage des paramètres sous forme de liste. Ça peut être très utile, ça aussi. Par exemple, j'ai créé une fonction maintenant qui s'appelle allumage et qui permet d'allumer différents éléments dans la voiture. Cette fois-ci, j'ai un seul paramètre qui s'appelle élément, et vous voyez qu'il est devancé d'une petite étoile. Cette petite étoile va faire en fait toute la différence du passage des paramètres. Et donc ensuite, j'ai une boucle simple qui va passer en revue les éléments de ma structure élément et qui va procéder à l'allumage de tous les éléments de la liste. Ok. J'appelle ma fonction d'allumage et je lui spécifie plusieurs paramètres. Phare, radio, climatisation. C'est bizarre, là je lui spécifie plusieurs paramètres alors que je dis dès le début que allumage en fait n'a qu'un seul paramètre. Mais en fait c'est l'étoile qui va faire toute la différence parce que si nous regardons le résultat,
vous voyez que la fonction est arrivée à faire l'allumage des phares, de la radio et de la climatisation. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la fonction d'allumage, grâce à cet opérateur étoile, a pris tous les arguments que j'ai donnés à l'allumage et en fait les a regroupés en une seule liste, et cette liste est devenue le paramètre que je passe à ma fonction. Donc c'est un petit truc qui permet en fait de spécifier, quand vous ne savez pas combien de paramètres vous allez avoir à l'avance dans une fonction, c'est un procédé qui permet d'avoir un nombre de paramètres variables dans une fonction. Nous allons voir autre chose maintenant. Nous avons vu aussi que les arguments, en fait, les paramètres d'une fonction devaient respecter un certain ordre, et si nous voulions appeler la fonction avec plusieurs paramètres, il fallait que les paramètres dans l'appel soient dans le même ordre que les paramètres dans la déclaration de la fonction. Eh bien, il y a une possibilité aussi qui est de passer par le nom des variables directement, et donc vous n'êtes plus obligé de respecter cet ordre. Par exemple, j'ai créé ici une fonction test d'allumage qui prend 3 paramètres, les phares, la radio et la clim. Chacun de ces paramètres est une variable booléenne et va me dire en fait si l'élément en question est allumé ou non. Si j'ai les phares, on va marquer que les phares sont allumés. Si j'ai la radio, on va marquer que la radio est allumée. Si j'ai la clim, on va dire que la climatisation est allumée. Et en fait, quand je fais mon test d'allumage, c'est-à-dire quand j'appelle ma fonction, cette fois-ci, je réutilise les noms des paramètres. Donc j'ai mon paramètre clim qui est là, mon paramètre phare qui est là, et mon paramètre radio qui est là. Vous voyez que je n'ai pas respecté l'ordre, que j'ai mis clim à true, phare à false et radio à true. Et en fait, en résultat, on me dit que la radio est allumée, c'est vrai puisque radio est à true, la climatisation est allumée, c'est vrai parce que la clim est à true, et on ne me parle pas des phares, ce qui est normal puisque les phares sont à false. Et en fait, la fonction s'est déroulée correctement, alors que j'avais spécifié la clim en argument 1, alors qu'il est en argument 3 normalement dans la fonction. Les phares sont en argument 2, alors que c'est mon argument 1 dans la déclaration. Et la radio est mon argument 3 dans l'appel, alors qu'il est en 2 dans la déclaration. Donc, au travers du nom de la variable, la fonction a pu retrouver ses bonnes valeurs. Nous avons vu dans un exemple précédent que nous pouvions grouper les différents paramètres sous forme de liste pour n'avoir plus qu'un seul paramètre. Eh bien, j'ai repris ma fonction test d'allumage que j'ai vue juste en haut, et cette fois-ci, elle va agir sur un dictionnaire. La fonction dictionnaire, en fait, nous avons vu que cette fois-ci, j'ai 2 étoiles devant le paramètre élément, alors que pour la liste, j'en avais qu'un, ici. Cette syntaxe de 2 étoiles devant le paramètre va en fait concaténer tous les paramètres que je vais spécifier à ma fonction dans un dictionnaire. Nous allons voir comment cela va fonctionner. Je fais mon test d'allumage, dict, et je lui spécifie que la clim est allumée, les phares ne le sont pas, et la radio est allumée. Cette fonction-là va regrouper dans la variable élément, en fait, va créer un dictionnaire dont les clés seront les noms des variables, clim, phare et radio, et les valeurs seront les valeurs associées directement à ces clés. True pour la clim, true pour la radio, false pour les phares. Et donc vous voyez que dans la fonction, je peux utiliser la syntaxe dictionnaire. Dans l'élément, je cherche, dans la structure élément, je cherche l'élément phare pour récupérer la valeur des phares, et si c'est true, les phares sont allumés, et ainsi de suite. Et vous voyez que le comportement est exactement le même qu'au-dessus. La radio est allumée, la climatisation est allumée, les phares ne le sont pas, c'est normal puisque les phares sont à false. Ok, il me reste encore un dernier petit bloc à traiter pour les paramètres. Ce sont les paramètres par défaut. Donc, nous voyons tout de suite la syntaxe. J'ai une fonction destination qui contient un seul paramètre dest, mais vous voyez que la syntaxe, en fait, c'est une syntaxe d'affectation. À ce dest, je mets égal France. Cette fonction ne fait pas grand-chose, en fait. Elle indique juste sur la sortie standard que je roule vers la destination dest. Alors, comment cela se fait? On va voir par le comportement quel est l'avantage de cette formulation. Si je fais destination et que je donne un paramètre qui est Italie, eh bien, Python va me spécifier que je roule vers l'Italie. Si cette fois-ci je fais une destination sans aucun paramètre, Python va me dire que je roule vers la France.
En fait, vous voyez que si je n'ai mis aucun paramètre, c'est la valeur par défaut qui est substituée. Donc, si je mets Italie, dest va contenir Italie, et si je ne mets rien, l'affectation va avoir lieu, dest va contenir France, et indiquer, donc je roule vers la destination France. Donc c'est une facilité d'écriture que nous laisse Python ici, et qui nous permet de fixer des valeurs par défaut pour que l'utilisateur, par exemple, n'ait pas à rentrer systématiquement toute la liste de valeurs, alors que la plupart des paramètres, pour lui, ne changent jamais ou ont toujours des valeurs par défaut. Ça permet encore une fois de rendre le code plus lisible. Donc cette partie a montré pas mal de choses sur le traitement des paramètres des fonctions, beaucoup de choses utiles. Il nous a montré par exemple que l'on pouvait créer une fonction avec un nombre aléatoire de paramètres, que nous pouvons les regrouper sous forme de liste ou sous forme de dictionnaire pour les traiter. Et la question des valeurs par défaut nous permet aussi de pallier, par exemple, pour que la fonction puisse se dérouler quand même lorsque tous les paramètres ne sont pas spécifiés. Voilà, donc cette partie nous a montré qu'il y a une grande flexibilité au niveau des listes et que les fonctions s'adaptent la plupart du temps aux problèmes que nous allons rencontrer. Cette partie a mis l'accent sur le fait qu'il est important de connaître le prototype des fonctions, c'est-à-dire quels sont les arguments avec lesquels la fonction est appelée et quels sont les résultats que nous renvoie la fonction. Mais encore une fois, il n'est pas toujours nécessaire de connaître le corps de la fonction pour pouvoir l'utiliser correctement. Nous allons voir dans la partie suivante une façon d'écrire les fonctions un petit peu différente, qui est une façon récursive. Nous allons donc avoir une fonction qui s'appelle elle-même, mais il faut aussi voir que ces fonctions récursives peuvent toutes s'écrire de la forme itérative. Et encore une fois, le choix va être laissé au programmeur. Parfois ça va être un choix parce que c'est plus lisible, parce que c'est plus compréhensible, mais les deux structures sont très souvent équivalentes. Nous allons le voir au travers d'un exemple. Nous avons vu quand nous avons parlé des structures de listes, de tuples, de dictionnaires, que les listes pouvaient contenir des listes, les dictionnaires pouvaient contenir des dictionnaires, les tuples pouvaient contenir des tuples. On peut se poser donc la question, est-ce qu'une fonction peut s'appeler elle-même ? Une fonction peut bien entendu appeler d'autres fonctions, mais est-ce qu'elle peut s'appeler elle-même ? Eh bien oui, et ce principe s'appelle la récursivité, et nous allons voir comment elle s'applique sur les fonctions. Pour illustrer cet exemple, j'ai d'abord fabriqué une fonction qui va marcher sur un principe itératif. Pour cela, j'ai créé une fonction qui s'appelle changement de roue, qui en fait va simuler le changement de roue d'une voiture. Donc elle prend un argument qui est le nombre de roues à changer, et elle va parcourir à travers d'une boucle le nombre de roues à changer, et pour le nombre de roues qu'il y a à changer, elle va écrire « je change une roue », et quand elle aura fini, elle va écrire « j'ai fini, bonne route ». Donc il n'y a plus vraiment de secret sur la syntaxe des fonctions, et pour la boucle for, je vous renvoie à la vidéo sur les boucles. Donc cette fonction va écrire je change une roue, je change une roue, je change une roue, je change une roue, ici j'ai changé les 4, donc j'ai fini, bonne route. Ok. Pas vraiment de surprise, on sait comment fonctionne une boucle. Voyons voir maintenant s'il a une possibilité d'écrire cette fonction différemment en faisant un appel récursif à la fonction. Donc cette fois-ci, j'ai défini une fonction changement roue rec, pour récursif, qui prend en argument un nombre de roues. Cette fois-ci, vous voyez déjà que dans la boucle, il n'y a pas de boucle dans cette fonction. Il n'y a pas de for, il n'y a pas de while. Comment en fait on va passer à travers le nombre de roues requis? Eh bien nous avons fixé une condition de fin, si le nombre de roues est supérieur à 0, c'est-à-dire qu'il y a toujours encore des roues à changer. Si le nombre de roues est supérieur à 0, je change une roue. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire une fois que j'ai changé une roue? Eh bien il me reste à faire un changement de roue, rec, toujours récursif, du nombre de roues moins 1. C'est-à-dire que si j'appelle ici un changement de roue avec 4, c'est-à-dire que je change une roue et je dis, maintenant il faut encore en changer 3. Et ça va rappeler la fonction avec 3, qui va dire je change une roue, et il faut encore que je l'appelle avec 2, et ainsi de suite. Donc vous avez vu qu'en fait l'appel récursif revient en fait à faire une boucle. Nous bouclons sur la fonction. Donc, puisque c'est une boucle, eh bien il y a des règles à retenir, comme pour les boucles par exemple. Nous avons toujours vu comment faire pour ne pas avoir une boucle infinie. Eh bien vous vous rendez bien compte que si vous avez un changement rec
une valeur qui prend en argument nombre de roues ici, il faut que quand elle l'appelle dans le corps, eh bien il faut que l'argument soit différent. Parce que si vous appelez toujours avec le même argument, sans que l'argument ne varie, eh bien vous allez toujours appeler la même fonction qui va boucler. Donc derrière la fonction récursive, c'est bien une boucle que nous essayons de mettre en place. Enfin, le else ici qui s'applique au if, c'est-à-dire que si le nombre de roues est descendu à 0, c'est que je n'ai plus rien à faire. Cette fois-ci, j'écris fini, bonne route. Donc il y a des petites différences entre les deux fonctions, puisque la fonction récursive, comme nous l'avons dit, comme toutes les fonctions d'ailleurs, sauvegarde à chaque fois l'environnement avant d'être appelée. C'est-à-dire que plus vous allez appeler la fonction récursive, plus les variables mutables, non mutables, vont être sauvegardées à chaque fois, ce qui peut provoquer des erreurs de mémoire si jamais vous l'utilisez. La récursion elle devient très profonde. Mais sinon, en fait, c'est juste une facilité d'écriture parce que vous allez voir que certains problèmes s'écrivent très facilement de manière récursive. Je pense notamment autour de Hanoi, ou alors si vous travaillez beaucoup avec les suites de Fibonacci par exemple, où un élément d'une suite est toujours en fonction des éléments précédents, eh bien l'écriture factorielle peut trouver une bonne place pour écrire les choses simplement. Si par exemple vous cherchez aussi à calculer des factoriels ou ce genre de choses, eh bien le mode récursif est très indiqué pour écrire ce genre de choses. Nous avons pu voir au niveau des comparaisons sur la fonction récursive avec sa forme itérative qu'en fait le prototype ne change pas. L'exécution de la fonction est la même, le paramètre passé est la même et le retour de la fonction est exactement la même. Et pourtant vous avez vu que les deux fonctions sont de formes très différentes. Donc la personne qui utilise la fonction n'est pas forcément sensibilisé au code qui se trouve derrière, dans la fonction. Mais il peut quand même appeler la fonction. Et en fait, vous pouvez même modifier le corps de la fonction, si vous voyez qu'il y a une optimisation à faire, sans que la personne qui utilise votre fonction ait quoi que ce soit à changer dans son code. Donc vous voyez encore une fois que nous avons un aspect très flexible au niveau des fonctions, et la réutilisabilité est une notion de base, et qui va nous servir énormément pour des gros projets. Je vais encore vous montrer une autre forme pour écrire des fonctions, qui sont les fonctions anonymes, ou qui sont introduites par le mot-clé lambda en Python. C'est une forme pour faire un petit peu des fonctions très rapidement sur une seule ligne de commande. Ça peut être utilisé pour rendre des codes très très courts, mais en termes d'optimisation, les fonctions lambda n'ont pas forcément un avantage sur les fonctions que nous avons vues jusqu'à présent. C'est juste une autre façon d'écrire, et ce sera un peu à la convenance du programmeur de savoir quel style de fonction il utilisera. Voilà, donc nous allons juste faire une petite partie rapide sur les fonctions lambda. Ce qu'il faut retenir d'une fonction lambda, en fait, c'est que c'est une fonction anonyme à laquelle vous n'êtes pas obligé de lui donner de nom, et c'est souvent utilisé quand vous avez besoin d'une fonction de conversion ou quelque chose de très simple, mais que vous n'avez besoin que d'une seule fois, et que vous ne voulez pas vous embêter à définir une fonction complète. Nous allons voir quelques exemples de fonctions lambda. Voilà, donc la fonction lambda par rapport à la fonction la fonction classique qui s'introduisait avec le mot-clé def, la fonction lambda est introduite par le mot-clé lambda. Ici, nous avons recréé en fait notre fonction d'accélération qui est une fonction lambda qui retourne une vitesse et qui en fait, c'est la vitesse retournée et la vitesse donnée en paramètre plus 10. Ok, je lui ai donné un nom cette fois-ci pour pouvoir l'utiliser plus facilement, je l'ai appelé vitesse plus 10. Et en fait, j'ajoute 10 à la vitesse 100, et donc j'utilise ma vitesse plus 10 que j'ai déclarée ici, qui est ma fonction lambda, à laquelle je donne 100 en argument, et vous voyez que ajouter 10 à la vitesse 10 me donne 110. Ok, tout fonctionne pas, correctement. C'est donc une autre manière de déclarer une fonction. Sauf qu'une fonction lambda, une fonction anonyme, est beaucoup plus restrictive qu'une fonction def, c'est-à-dire que vous ne pouvez utiliser qu'une seule instruction dans la fonction, donc ça reste vraiment pour des cas très très simples. Sinon, pour le fonctionnement, elle fonctionne exactement comme une fonction def, et là c'est vraiment
c'est vraiment, en fait, c'est le programmeur qui décide quelle forme il va utiliser. Vous pouvez être très bien un bon programmeur sans jamais utiliser de fonction anonyme. Ça fonctionne aussi. Un deuxième exemple que j'ai mis en place, juste pour vous montrer qu'une fonction lambda peut prendre aussi plusieurs arguments. Je vais utiliser cette fonction pour utiliser la moyenne des 3 vitesses. Elle va prendre en argument 3 vitesses, vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3, et elle va retourner en fait la moyenne. Donc elle va faire vitesse 1 plus vitesse 2 plus vitesse 3, le tout divisé par 3 pour avoir la moyenne. Là, je fais donc la vitesse moyenne de 100, 50 et 90, et je calcule moyenne des 3 vitesses, que j'ai déclarée ici en fonction lambda, et qui va me renvoyer 80. Donc la vitesse moyenne de 100, 50 et 90 est 80. Donc on voit que ça fonctionne exactement comme une fonction classique, sauf qu'elle a été déclarée en une ligne. Donc pour les adeptes, par exemple, de Golf Programming, je pense que c'est une bonne chose à connaître. Sinon, pour les autres, je pense que les fonctions def sont tout aussi utilisables que les fonctions lambda, et on se soucie de pouvoir être peut-être modifiées plus facilement. Voilà, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur les fonctions lambda, c'était juste une partie pour savoir que ça existe. Voilà, nous avons vu donc plusieurs types de fonctions maintenant, la fonction itérative, la fonction récursive, la fonction lambda, et vous voyez en fait que pour résoudre un seul et même problème, en fait, il y a plusieurs possibilités, et c'est un peu l'imagination du programmeur qui pourra en être la seule limite. Vous voyez aussi, il faut comprendre aussi que les fonctions ont un peu des limites dans chacun des domaines. Par exemple, la fonction récursive peut amener pas mal de lisibilité dans des domaines précis. Je pense notamment par exemple au problème des tours de Hanoï ou alors dans le cas des suites. Mais le fait que l'environnement soit sauvegardé à chaque appel de fonction fait aussi que la mémoire risque d'être vite saturée si jamais vous allez très en profondeur avec une fonction récursive. Alors quand je parle de sauvegarde de l'environnement, c'est absolument pas un propos écologiste donc qui va dans le sens de Greenpeace ou du WWF. En fait, quand je parle de sauvegarde de l'environnement, c'est à chaque fois que vous faites appel à une fonction, toutes les variables non mutables sont sauvegardées, et lorsque la fonction est exécutée, et au moment où la fonction termine son traitement et revient dans le programme appelant, eh bien toutes les valeurs non mutables sont reprises de la sauvegarde et sont de nouveau mises en place. C'est ce qu'on a vu, et c'est pour ça que les valeurs, par exemple, non mutables comme les entiers, ne sont pas modifiées dans la fonction si nous n'utilisons pas le mot-clé return. Donc, et puis nous avons vu aussi que les fonctions lambda peuvent être plutôt efficaces en termes de nombre de caractères, mais par contre sont très restrictives puisqu'on ne peut utiliser qu'une seule instruction, et ne sont pas forcément très faciles à réutiliser. D'ailleurs, elles ne sont pas faites pour ça. Donc chacun devra utiliser la bonne fonction dans le cas qui se présente à lui. Enfin, nous allons finir avec une partie qui va vous montrer que les fonctions utilisent des arguments, utilisent des paramètres, mais peuvent être elles aussi paramètres de certaines fonctions. Cette dernière partie va montrer qu'une fonction peut devenir également elle-même paramètre d'une autre fonction, au travers de quelques exemples. C'est une fonctionnalité de Python qui est plutôt utile. Nous allons voir quelques exemples où cela peut s'avérer nécessaire. Dans un premier temps, nous allons voir la fonction callable qui prend en argument un type, que ce soit un entier numérique, une liste ou une fonction, et qui permet de savoir si l'objet en question est appelable ou non, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une fonction qu'on peut appeler avec des arguments ou non. Python a beaucoup de ce genre de fonctions. Nous l'avons déjà vu, la fonction type qui donne le type d'une variable, ou alors la fonction mutable qui donne en fait le caractère mutable d'une structure de données ou non. Pour tester la fonction callable, nous allons utiliser plusieurs exemples. J'ai défini un entier 1 qui contient 5, et nous allons voir si un entier est en fait une variable callable. Python nous répond que non, on pouvait s'y attendre, en fait, un entier n'est pas une fonction. Enfin, en tout cas, on ne peut pas appeler un entier. Nous avons repris dans le deuxième exemple la fonction démarrage que nous avons vue dans le premier bloc, et nous allons voir si cette fonction définie avec le mot-clé def est callable. Cette fois-ci, c'est vrai, une fonction définie par def est callable, c'est-à-dire qu'elle est appelable.
Nous avons fait de même avec lambda, une fonction lambda. Cette fois-ci, il ne devrait pas y avoir de surprise, puisqu'une fonction lambda est très proche d'une fonction qui a été déclarée avec le mot-clé def. Et nous voyons qu'une fonction lambda est appelable true. Ok. Donc, callable en fait nous permet de dire en fait si l'argument est une fonction ou non. C'est bon à savoir. Nous allons voir maintenant une méthode de filtrage que nous allons utiliser avec Python, qui va se rapprocher un petit peu de ce qui est fait par exemple en SQL, ce que nous pouvons faire avec la fonction select, pour sélectionner un certain nombre de lignes dans une base de données. Ou alors, si vous êtes sous Excel ou OpenOffice, vous pouvez aussi, dans votre tableur, spécifier de ne vouloir afficher que des lignes qui contiennent certains critères. Là, c'est ce que nous allons essayer de faire. Par exemple, pour cela, je vais définir une liste de vitesses qui contiennent des vitesses. 10, 140, 110, 85, 90, 45, 50. C'est des vitesses en km/h. Je définis une fonction de filtre qui va prendre comme argument une vitesse et qui contient un tableau des vitesses max, qui sont en fait les vitesses que l'on peut retrouver sur les panneaux en France. C'est les vitesses maximum, donc en agglomération, 30, 50, en dehors des agglomérations, 80, 90, sur une deux voies, 110, 130 sur autoroute. Et qui va renvoyer si la vitesse est dans la liste de vitesse max. Donc en fait, elle va renvoyer true ou false, suivant que la vitesse donnée en paramètre correspond à une vitesse max ou non. Et ensuite, pour filtrer, je n'ai qu'à utiliser la fonction filter, qui prend en premier argument cette fois-ci ma fonction de filtrage. Ça c'est quelque chose d'assez nouveau. Une fonction peut être un argument de fonction. Et ma liste de vitesses, qui est là-haut. Et pour chaque vitesse qui est dans le tableau, elle va passer dessus la fonction de filtrage et me renvoyer la valeur si la fonction de filtrage renvoie true et rien si la valeur de filtrage renvoie false. Et vous voyez que dans les valeurs filtrées que nous obtenons au résultat et qui sont affichées ici, vous n'avez plus que les valeurs 110, 90 et 50, 110, 90 et 50 qui sont dans la liste mais qui correspondent aussi à des vitesses max en France. Voilà, donc c'est une méthode très facile pour filtrer des données. Je voudrais juste finir par vous montrer que c'est tout à fait possible de le faire aussi avec une fonction lambda. J'ai repris ma liste des vitesses, 10, 140, 110, 85, 90, 45, 50. Cette fois-ci, j'ai utilisé une lambda fonction qui récupère un x et qui me dit si le x, le reste de la division entière par 10 est égal à 0. En fait, ce que je cherche à faire par cette opération, c'est de savoir si la vitesse finit par 0. Je lui redonne ma liste de vitesses, et je filtre avec ma lambda fonction sur le nombre de vitesses. Et ce que je récupère dans la liste des vitesses, c'est bien toutes les vitesses qui finissent par 0. 10, 140, 110, 90, 50. On voit que 85 et 45 ont été supprimés parce qu'elles ne correspondaient pas au filtre. Voilà, donc la fonction peut servir à isoler des traitements, à rendre du code moins répétitif, mais peut aussi se retrouver en tant elle-même en tant qu'argument d'une autre fonction. J'espère vous avoir montré au travers de cette vidéo l'importance des fonctions dans la programmation. Il y a plusieurs avantages à utiliser des fonctions. Par exemple, la fonction permet d'isoler certains sous-problèmes d'un gros problème. Si je reprends l'analogie de la voiture, il est très compliqué de concevoir à la base une voiture. Seulement, une voiture peut être subdivisée en éléments. Vous aurez le bloc moteur d'un côté, vous aurez les roues, la partie châssis, la boîte de vitesse, et ainsi de suite. Et tous ces éléments pourront être transférés dans des équipes différentes où chacun planchera sur un sous-ensemble. À partir du moment où nous avons défini comment les pièces à la fin vont s'articuler entre elles, c'est très important, ce qui, nous avons vu, s'appelle le prototypage des fonctions en programmation, eh bien, les différentes parties d'un grand problème pourront être traitées séparément, même par des équipes différentes, et pourront être rassemblées à la fin. Nous avons aussi la possibilité, avec les fonctions, de déclarer un code une seule fois et de l'utiliser à plusieurs endroits dans un programme, ce qui permet aussi de limiter le nombre de lignes, ce qui permet de ne pas dupliquer le même bloc de code, et ce qui permet aussi de le réutiliser dans d'autres projets.
Voilà, donc les fonctions sont à utiliser. Nous verrons aussi dans la programmation orientée objet, nous irons un petit peu plus loin, puisque la programmation orientée objet en fait va regrouper les fonctions et les données qui se regroupent directement, qui se rattachent directement à ces fonctions. Et puis moi, de mon côté, maintenant que je sais qu'en fait une voiture c'est juste quelques blocs assemblés différemment, et ben moi je vais voir si je peux démonter tout ça. Et puis je vous donne rendez-vous quand je l'aurai remonté entièrement. Je pense que ça me prendra à peu près 4-5 mois. Ouais, quelque chose comme ça. Bon, bah d'ici là, bonne journée.